Et la deuxième chose qui pousse les entreprises à faire de l'inclusion, c'est que beaucoup des jeunes qu'on recrute sont sensibles à ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites, vous, entreprise, dans votre quartier? Comment vous faites pour aider les jeunes défavorisés? Comment vous faites pour faire de l'inclusion? Quelle est votre politique sur la formation? Et ces deux aspects-là font qu'aujourd'hui, je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui se disent, moi, tout ça, je m'en fiche. Oui. Tout simplement parce que c'est lié à la performance économique de l'entreprise. C'est une question de survie. Ouais. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle rencontre du cycle Human Diversity où nous pouvons découvrir toute la pluralité de l'être humain. Et aujourd'hui, nous avons une très belle rencontre avec vous. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour Joseph. Mais qui êtes-vous? Je suis Stéphane Le Sénéchal. Alors je suis ici à plusieurs titres, mais mon métier, je suis directeur territorial pour la Haute-Garonne d'Enedis, le distributeur d'électricité. Je pense qu'on va en parler un petit peu. Oui, tout à fait. J'ai aussi une casquette de président de FAS Grand Toulouse, donc FAS Fondation Agir contre l'exclusion. Et puis depuis un an, je suis aussi président du club des entreprises de Basso-Cambo, qui est un quartier de Toulouse, et on essaye de dynamiser et aussi de faire de l'inclusion dans ce quartier important de la ville de Toulouse. Oui. Et j'allais dire, tout ça c'est lié finalement, l'activité économique, on va dire, l'activité sociale, on ne peut pas vraiment détricoter ces aspects-là, non? Contrairement à il y a une dizaine d'années, aujourd'hui, il n'y a pas d'activité économique sans inclusion dans le territoire, sans que l'entreprise soit investie dans son territoire sur des questions sociales, sur des questions d'inclusion. On ne peut plus les dissocier. C'est difficile aujourd'hui de faire de la performance économique pour une entreprise si elle s'isole et si elle ne travaille pas avec son territoire. La première des raisons, et qui pousse beaucoup d'entreprises aujourd'hui à travailler sur la RSE au sens large, mais sur le SE principalement, c'est la difficulté de recruter. C'est ça. C'est ça, parce que qu'on se dise très bien les choses, il y a 20 ans ou même il y a 10 ans encore, une entreprise, on va dire, respectable, entre guillemets, était noyée sous les CV. De nos jours, dans beaucoup de domaines, c'est totalement fini, quoi. Et l'enjeu numéro 1 pour les entreprises, pour la survie de certaines entreprises, c'est de trouver quelque part la personne qui continuera à faire vivre le projet d'entreprise. Aujourd'hui, on est, alors notamment dans la zone toulousaine, dans le plein emploi, c'est clair. Autant on pouvait avoir un choix énorme, comme tu le disais il y a quelques années, aujourd'hui, on voit même des job dating inversés. Alors ça, c'est rigolo, c'est que ce sont les candidats qui reçoivent les entreprises, et les entreprises qui présentent leurs offres, qui présentent aussi leur politique, parce que peut-être qu'on en parlera plus tard, mais ce qui pousse les entreprises aussi à faire de l'inclusion, c'est la quête de sens des salariés. Donc d'un côté, je dirais que c'est très important pour nous d'aller sourcer là où on ne sourçait pas avant, pour trouver des profils de candidats, parfois même sans qualification. C'est une nouveauté aussi, c'est-à-dire qu'on cherchait toujours des bacs plus 2, des bacs plus 4, des bacs plus 5, à minima des bacs pro. Aujourd'hui, on source aussi sur des gens non qualifiés qu'on va aller former. Donc le sourcing est plus difficile. Et la deuxième chose qui pousse les entreprises à faire de l'inclusion, c'est que beaucoup des jeunes qu'on recrute sont sensibles à ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites, vous, entreprise, dans votre quartier? Comment vous faites pour aider les jeunes défavorisés? Comment vous faites pour faire de l'inclusion? Quelle est votre politique sur la formation? Et ces deux aspects-là font qu'aujourd'hui, je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui se disent, moi, tout ça, je m'en fiche. Tout simplement parce que c'est lié à la performance économique de l'entreprise. C'est une question de survie.
Cette question de diplôme, ça me semble être une révolution culturelle. Hein. Je crois que ça mérite quelques mots. Contrairement à une culture, on va dire, américaine, pour simplifier, quoi, hein, où le diplôme, traditionnellement, n'était pas si central que ça, hein, sauf bien sûr pour des métiers type chirurgien. Quoi. Bon, mais globalement, on regardait plus la personne, son engagement, ses compétences pratiques, quoi, hein. Et vous pensez que ce genre de schéma arrive donc en France maintenant? De plus en plus. Ouais. On a quand même toujours, je pense, un repère par rapport au diplôme. Si je prends l'exemple d'Enedis, qui est une grosse entreprise nationale, hein, on est plus de 30 000 salariés, il y a toujours ce repère de diplôme. Pour le niveau d'entrée, on va dire. Parce que dans les grandes entreprises, il y a encore des grilles salariales, il y a encore des repères de classification. Donc, quand on a un bac, on rentre à tel niveau, un bac plus 2 à tel niveau, etc. Par contre, ce qui a évolué après, c'est qu'on va dire le passeport d'entrée, peut-être le diplôme. Par contre, pour l'évolution de carrière derrière, les choses se sont complètement gommées. C'est-à-dire que il est vraiment pas rare de rentrer sans qualification, une qualification assez faible. Et si la personne en vaut le coup, si elle s'investit beaucoup, qu'elle aille très loin, il n'y a pas forcément beaucoup de limites, si ce n'est que le temps de carrière qui va être la limite. Si on commence bas, évidemment, ça va être difficile d'arriver PDG d'Enedis parce qu'on manquera d'un peu de temps. J'allais dire, ça pose presque une réflexion un peu grassante sur ce qu'est un diplôme, finalement, quoi. Ça donne un niveau de synthèse, de capacité de réflexion, de base, mais que énormément de choses s'apprend dans l'entreprise. Ça pose aussi la question de comment repérer les bons candidats, parce que aujourd'hui, c'est clair, on sait très bien que ce n'est pas parce qu'on va recruter quelqu'un qui a un diplôme d'ingénieur qu'il va avoir le savoir-être qui est nécessaire dans les métiers qu'on va lui confier. Et pour repérer ce savoir-être, là, c'est un métier qui est extrêmement difficile, hein, le recrutement. Je crois que celui qui nous dirait moi j'ai recruté des dizaines de personnes, je ne me suis jamais trompé, il n'existe pas. Hein, ce n'est pas du tout une science exacte. Entre ce que l'on apprend à l'université et ce qui se passe dans la vie active est relativement faible. Je dirais le taux de recoupement des deux domaines est assez faible finalement. Oui, c'est vrai. Et je pense qu'il y a un consensus aujourd'hui pour dire qu'il est important de faire rencontrer ces deux mondes. Par exemple, en ce moment, nous on travaille avec l'université Paul Sabatier à Toulouse et on développe, c'est la première rentrée cette année pour ces étudiants, un master qui s'appelle Green Air, qui est un master qui est spécialisé dans la distribution d'électricité, l'avènement des énergies renouvelables, l'autoconsommation, etc. Et nous, professionnels d'Enedis, on a une 60aine d'heures où on va dans l'université pour donner des cours, entre guillemets. Et donc, du coup, on amène notre sensibilité aussi de salariés. Et à l'inverse, on accueille les étudiants à plusieurs moments dans l'année pour qu'ils rentrent dans l'entreprise, qu'ils découvrent nos installations, mais qu'ils découvrent aussi le fonctionnement de l'entreprise. Et je crois que, comme vous le disiez, de plus en plus, il faut faire se rencontrer ces deux mondes. C'est important. Je pense honnêtement qu'on a du retard par rapport à ça. Et qu'il y a une méfiance, nous on le sent bien, hein, du monde universitaire envers l'entreprise. Tout comme parfois on sent une méfiance des collectivités locales envers les grandes entreprises. C'est-à-dire qu'en France on cloisonne un peu, hein, malheureusement. Mais je pense quand même que, parce qu'il faut toujours être positif, qu'on avance sur ce sujet et qu'on on progresse, effectivement, et que les mondes se parlent un peu plus. D'ailleurs, un autre exemple, nous on travaille avec une association qui s'appelle Les Petits Débrouillards. Donc s'ils regardent cette vidéo, je les salue parce qu'ils font un excellent travail sur la démystification scientifique pour les élèves en école primaire. Et nous on travaille, parfois on les accompagne, et là aussi c'est un peu original parce qu'une entreprise qui rentre dans l'école, alors là aussi c'est un peu tabou, hein, c'est-à-dire que c'est rare, je sais que d'autres entreprises le font, et ça c'est très très bien aussi, dès le jeune âge. L'association Les Petits Débrouillards leur apporte un certain nombre, par le jeu, de découvertes scientifiques, notamment autour de l'électricité, et qu'une entreprise soit là aussi pour donner des illustrations concrètes à des enfants, eh ben, ça les habitue petit à petit à faire le lien entre ce que j'apprends et puis y en a qui travaillent sur ce sujet aussi. Et voilà ce que ça donne. Et moi je trouve qu'il faut, il faut le faire et il ne faut pas avoir peur que l'entreprise rentre un peu plus dans l'enseignement.
Il y a cette notion de, je dirais, catégorie socio-professionnelle, peut être méchant, on dirait de caste peut-être, mais même si ce n'est pas un terme approprié, quoi, hein. Cette idée qu'on appartient à un petit groupement qui est opposé à l'autre groupement, hein, que le petit groupement soit par exemple celui des universitaires pur jus ou des gens qui font ceci pur jus, et donc les antagonismes, les crispations sociales viennent de là. Comment est-ce qu'une entreprise peut se positionner sur ces sujets-là? Je pense qu'il y a plusieurs aspects. D'abord, il faut que l'entreprise, comme on le disait tout à l'heure, s'intègre de plus en plus dans son territoire. Pour ce qui est de l'entreprise que je connais, Enedis, sur la métropole par exemple, c'est une 50aine d'actions sur le territoire, d'inclusion, d'accompagnement de structures, etc., qui font que nos salariés sortent de l'environnement de travail dans lequel ils sont pour aller découvrir d'autres choses. Ça devient un objectif pour nous et je pense que c'est très parlant par rapport à la discussion qu'on a. Nous, on souhaite qu'en 2025, on ait 50% de nos salariés qui participent à une action à l'extérieur de l'entreprise. Ça peut paraître incroyable, mais ça nous semble très important pour que, de salariés s'ouvrent à ce qui se passe à l'extérieur, participent à la vie de leur quartier et de leur territoire. Évidemment, ça participe à la quête de sens dont on parlait, c'est-à-dire qu'on se rend compte en discutant avec les salariés qu'ils sont fiers de porter les valeurs de l'entreprise et leurs propres valeurs à l'extérieur, d'aider finalement, hein, et que ça les motive et ça améliore la performance à la fin, parce que quand on est motivé, on travaille mieux. Donc l'entreprise doit faire ça, c'est-à-dire de plus en plus participer, comme moi aujourd'hui ici, hein, c'est-à-dire être à l'extérieur. Aujourd'hui, beaucoup de boîtes acceptent que leurs cadres, leurs responsables passent une partie de leur temps à l'extérieur de l'entreprise, hein, pour s'acculturer, pour comprendre comment ça fonctionne, pour créer des réseaux, pour créer des ponts avec les collectivités locales, avec les autres entreprises, avec le secteur de l'éducation. Il faut beaucoup y travailler, il faut accepter que nos salariés ne soient pas toujours à 100% sur leur poste de travail, mais puissent en sortir un peu. Alors nous, ce qu'on a fait par exemple depuis cette année, c'est que chaque salarié, sur le temps de travail, a 2 demi-journées offertes, entre guillemets, pour aller travailler dans une structure ou participer à un projet à l'extérieur de l'entreprise. Donc c'est comme ça que nous on fait, pour essayer petit à petit de créer des liaisons avec l'extérieur de notre boîte. Et ça, c'est un peu nouveau parce que si je me positionne même 5 ans en arrière, à part 1 ou 2 personnes dans l'entreprise, en gros le responsable, quoi, hein, personne ne sortait de l'environnement de l'entreprise. Ça nous apporte beaucoup, ça. Et je pense, et j'aimerais peut-être avoir votre avis, je pense que pour être un bon cadre, il faut avoir une activité en dehors de son entreprise, non? Bon collaborateur d'entreprise, non? Un des aspects importants, c'est l'ouverture d'esprit. Cette ouverture d'esprit, je pense que c'est un apprentissage, c'est pas inné. Donc pour ça, il faut découvrir des groupes différents, des gens différents, des activités différentes. Ça permet de relativiser les choses. On se rend bien compte que parfois, quand on est dans le management, on est tellement dans son tuyau, entre guillemets, qu'on n'arrive plus à relativiser parce qu'on n'a que son problème, sa difficulté en face de soi. Et donc, bien sûr que je dirais que c'est indispensable aujourd'hui. Alors nous, on ne peut pas l'imposer, hein, évidemment, mais on se rend bien compte de la force de ceux qui n'ont pas tous les deux dans le même panier et qui, du coup, ne mettent pas toute leur charge mentale sur un seul aspect, par exemple leur vie professionnelle, leur projet ou leur équipe. Mais revenons peut-être à cette question du quartier de Basso-Cambo. Hein. Vous vous retrouvez là concrètement, qu'est-ce qui se passe? Ça m'intéresserait. Sur le quartier de Basso-Cambo, on a une réflexion. Déjà, ce quartier, c'est le plus gros quartier d'affaires de Toulouse. Toulouse intramuros. Évidemment, si on prend la métropole, il y a des quartiers et des villes où il y a encore plus de monde. Mais il y a plus de 30 000 salariés à Basso-Cambo. Il y a plus de 1000 enseignes, 1000 entreprises différentes. Et on s'est rendu compte, en discutant à quelques-uns, un peu poussé par la collectivité, un autre maire de quartier que je salue là, qui s'appelle Christophe Alves,
et que vous connaissez peut-être parce qu'il est très impliqué dans l'inclusion et dans la question du handicap. Bref, je reviens à Basso-Cambo. Le maire de quartier nous dit, j'aimerais bien que, ça s'est fait il y a quelques années, que les entreprises travaillent ensemble pour créer une dynamique et travailler avec nous sur plein de questions sociales, etc. On se réunit à quelques-uns, aujourd'hui on appelle ça les membres fondateurs, et on est 8 en gros, et on fait le constat. On fait le constat que, on ne se connaît pas. C'est-à-dire qu'on est les uns à côté des autres à Basso-Cambo, parfois des grosses enseignes, et personne ne se connaît. Donc comme on ne se connaît pas, on ne fait rien ensemble. C'est-à-dire qu'on n'a pas de projet commun au service du territoire. 3, on a tous envie de faire. C'est-à-dire que toutes les entreprises, on en parlait au début de notre entretien, Joseph, ont une politique RSE, travaillent avec des associations, certaines avec FACE, par exemple, la fondation dont on parlait, Agir contre l'exclusion, à 200 mètres d'écart. Ils vont se retrouver parfois dans un événement, ils sont dans le même quartier, mais chacun a sa politique RSE. Donc l'idée, c'est de dire, travaillons ensemble pour créer des événements dans le quartier, au service des salariés, et bien sûr au service des citoyens aussi. Faisons de l'inclusion, du recrutement localement. Et que l'entreprise se dise, j'essaye de servir un peu le quartier aussi. Hein, c'est-à-dire, donc ça c'est sur le recrutement, mais on a des choses autour de services aux salariés. On vient de lancer 2 entreprises, CGI et Enedis, une conciergerie solidaire. Conciergerie, vous savez Joseph, c'est des services aux salariés qui sont proposés. Donc nous on a lancé ça en début d'année à Enedis, on est très contents. Alors, c'est conciergerie solidaire, donc c'est une conciergerie, mais elle est sur le modèle de l'ESS. C'est-à-dire que les concierges qui sont chez nous 2 fois par semaine à Enedis, et qui proposent des services aux salariés, de cordonnerie, de pressing, de faire des courses, un panier bio, etc. C'est très apprécié. Sont en insertion, les concierges. Et d'ailleurs, la première concierge, au bout d'1 an, elle a trouvé un boulot, un CDI dans la logistique, donc c'est le principe, on tourne, et on a une nouvelle concierge depuis 1 semaine. Eh bien ça, on l'a fait ensemble, les entreprises de Basso-Cambo. On a dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Ah ben une conciergerie, c'est bien. Bon, on essaie de voir quel type de conciergerie. Et le fait de le faire à plusieurs, évidemment, ça crée une dynamique, ça permet à la conciergerie solidaire d'avoir plusieurs entreprises, donc de s'installer et qu'économiquement elles s'en sortent. Nous, d'avoir des coûts un peu plus faibles, puisque évidemment on est plus nombreux, donc on peut avoir un coût où la conciergerie fait un effort. Et on sert le quartier parce que le principe, c'est ce qu'on voulait dans notre club, c'est faire du circuit court. Les paniers bio viennent localement d'agriculteurs responsables qui ne sont pas loin. Tous les prestataires de la conciergerie sont dans le quartier ou dans Toulouse. Finalement, et je pense que ça, c'est des choses qui vont se développer de plus en plus, c'est que les clubs d'entreprise à Toulouse, il y a beaucoup de clubs qui sont des clubs d'affaires et qui sont soit thématiques, aéronautiques, industriels, etc., soit qui sont liés à des grandes enseignes nationales. Nous, on fait un club de quartier et je pense que ça va devenir peut-être des éléments qui vont se développer dans les années à venir. Assez régulièrement, je reçois des messages assez étonnants. C'est de telle ou telle entreprise, parfois connue, qui me contacte et me disent « Je suis le nouveau chargé de mission handicap » ou quelque chose comme ça, et je suis largué. C'est pas dit comme ça, évidemment, mais l'idée est là. Et comment est-ce qu'on pourrait, je dirais, amener vers un nouveau schéma d'action? Même en m'intéressant beaucoup à ces questions, il y a des moments où je suis complètement perdu, notamment sur les organismes, les actions, les aides possibles, les structures privées, publiques, mixtes. Donc je crois qu'effectivement, on manque d'un outil de synthèse, en tout cas, de vulgarisation qui permettrait à certains d'être un peu orientés, d'être un peu guidés. Et je comprends, quand une entreprise se dit « je veux travailler sur la question du handicap », c'est une question qui est compliquée, qui est réglementée, pour laquelle c'est important. On parlait des ponts tout à l'heure. C'est bien aussi qu'une entreprise aille chercher des professionnels de ces questions-là et les recrute parfois pour avoir à l'intérieur des gens qui connaissent la question et qui vont aider l'équipe de direction à s'orienter et à comprendre.
Je crois que beaucoup d'entreprises, notamment de taille moyenne, sont en quête de ça. Parce que les grandes entreprises finissent en général par retomber sur leurs pattes. Mais quand on est une entreprise moyenne, ce n'est pas aussi évident. Et les fameux experts ne courent pas forcément les rues. Il y a beaucoup la question du tiers de confiance quelque part pour les PME et pour les petites entreprises qui disent à qui je peux faire confiance pour confier ma responsabilité sociétale. Je pense que c'est jouable, mais il faudrait associer plusieurs acteurs. La collectivité locale, moi je crois quand même beaucoup à la proximité. Quand on voit des élus locaux qui ne représentent pas directement ce que vous décriviez comme étant la voix du gouvernement, la voix du ministre, mais qui représentent plutôt le territoire. C'est ça. En s'associant peut-être à certains acteurs, alors je ressors face, mais il y en a plein d'autres, il y a beaucoup d'associations qui travaillent sur la question de la RSE, et de monter ensemble cette plateforme. Il faut peut-être faire confiance aussi un peu au digital, c'est-à-dire il faut les deux. Il faut peut-être un endroit numérique où on va retrouver beaucoup de contenu et de capacité à s'engager. Et puis peut-être un lieu physique aussi, lieu de rencontre avec des associations, vont permettre aux entreprises de venir là et de trouver de la ressource et du contenu. Mais vous n'avez pas réellement ce genre d'endroit chaleureux où on pourrait aller et en tirer des bénéfices mutuels. Donc ça, c'est peut-être une idée à réfléchir. Complètement. Complètement. Et à FAS, on a quand même cette idée aussi de passerelle numérique. Alors j'en parle parce que ça fait partie de notre projet et on pense à ça. C'est-à-dire qu'à un moment... ce qu'on souhaite, c'est que tout le contenu des actions de la Fondation, pour FAS, c'est 3000 bénéficiaires par an. Vous étiez à notre Assemblée Générale, on a eu la chance de vous avoir et c'était, d'ailleurs je vous le dis, un moment énormément apprécié. On nous en parle encore, votre conférence à la fin de cette Assemblée Générale. Mais notre idée, c'est bien que les 300 entreprises qui travaillent avec nous, à un moment, de façon assez simple, puissent retrouver sur une plateforme numérique les différentes actions, puissent s'engager directement en disant « Tiens, là, il y a une action de mentorat, par exemple, où un certain nombre de personnes qui ont été repérées par FAS, de bénéficiaires sont là. » C'est à chacun de faire un effort pour vulgariser la RSE pour les entreprises. Et vous avez raison, pour les grandes entreprises, ce n'est pas compliqué. Mais pour les PME, je me souviens d'un forum pour nos prestataires, donc prestataires travaux, qui font les trous dans les routes, qui posent les câbles, etc. On avait fait une sensibilisation à la RSE où on avait invité Thierry, notre directeur, Thierry Coste, à leur en parler. Ils sont très intéressés, mais vraiment à la fin, c'est comment je fais. Pendant le cocktail, c'est moi ça me plaît, mais on est une petite équipe, on est 5, on est 6. Moi, je ne suis pas comme vous, à Enedis, à avoir des gens qui sont dédiés à la question du handicap dans le domaine RH, etc. C'est moi qui fais les RH, moi, le directeur. Donc, comment je peux faire pour m'investir de façon simple? Et c'est en ça qu'on doit les aider. Parlons des jeunes, par exemple, comme on dit, les jeunes des quartiers. Qu'est-ce qui leur plaît? Qu'est-ce qu'ils recherchent dans une entreprise aujourd'hui, de par votre expérience? Par exemple, vous vous retrouvez face à ces gens-là. Qu'est-ce qui les fait rêver? Comment on peut les faire rêver? Je crois déjà que c'est difficile de parler des jeunes des quartiers comme étant une unité. Moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'ils sont multiples. Donc, déjà, il y a des jeunes des quartiers qui font des études, qui savent ce qu'ils veulent faire et qui, d'ailleurs, pour un certain nombre d'entre eux, ont énormément de volonté, de motivation et peut-être une force supplémentaire, envie de s'en sortir. Ceux-là, faut qu'on les aide. On essaie de leur faire découvrir un modèle en entreprise, justement, de progression, de carrière, en disant, voilà, dans des entreprises, dans des petites, dans des moyennes, dans des grandes, on a plein de modèles de réussite qui permettent de se réaliser. On a des jeunes qui sont sans qualification ou des jeunes qui sont encore au lycée et au collège, parce que ça, c'est très important. C'est dès le départ qu'il faut montrer comment fonctionne une entreprise.
Il y a une action que j'aime vraiment beaucoup avec une association avec laquelle on travaille, nous, à Enedis, mais on n'est pas les seuls, il y en a énormément qui travaillent avec eux, c'est l'association Télémac. De façon très simple, on prend un jeune à partir de la 5e et il a un double tutorat, un tutorat à l'école, un référent pédagogique au collège et un référent en entreprise. Le jeune va être accompagné par son tuteur de la 5e à la terminale. On ouvre le filleul à la culture, au sport, mais aussi on lui fait découvrir l'entreprise et le but du jeu est Télémac est plutôt installé dans les collèges, dans les quartiers prioritaires de la ville, donc dans les quartiers dont on parle, pour que très vite ils aient ce repère de... Il n'y a pas que ce que je vois dans mon quartier avec des modèles qui existent de réussite, mais qui sont un peu des modèles parallèles, et où ils voient de l'argent circuler, etc. Mais il y a un modèle de réussite aussi en entreprise, et quand je vois mon parrain, qui est bien dans sa peau, qui est bien dans son entreprise, qui gagne sa vie, qui est heureux en famille, je me dis que c'est peut-être aussi une voie que je peux prendre. Donc moi, je crois beaucoup à ça. Là, l'entreprise peut s'investir sur ces actions de mentorat. Moi, j'y crois beaucoup. Que ça fonctionne. À Enedis, on est 7. On suit 7 jeunes dans les quartiers difficiles. Et on fait beaucoup de choses avec eux. En somme, la présence d'Enedis à l'université que vous nous avez décrite, on peut l'imaginer à l'école aussi. C'est ça, exactement. Exactement. Et moi, je le vois parce que j'ai moi-même un filleul qui s'appelle Joris et je le suis depuis 2 ans. C'est quelqu'un, je dirais pas que c'est un membre de la famille, mais c'est quelqu'un qui compte maintenant, qui connaît ma famille. On a fait énormément de choses ensemble. Dernièrement, on a fait de la plongée, on a fait un voyage à Paris où il a découvert Paris, il a fait son premier voyage en avion. Vous voyez, le principe, c'est que quelque part, on essaye de leur ouvrir le champ des possibles, leur ouvrir aussi le champ de la culture, pour connaître plein de choses, et qu'à l'arrivée, le jeune se motive en disant « mais oui, mais moi aussi, j'ai envie d'évoluer dans ces milieux-là, dans le monde de l'entreprise, parce que je vois que c'est aussi un modèle de réussite qui est super intéressant pour moi, et du coup, je bosse. » Parce qu'aussi, on les suit, on les pousse pour travailler. Moi, je suis ses notes, et si ça ne va pas, je lui dis aussi « attends, Joris, tu déconnes. » Voilà, et donc, depuis le début, c'est un peu notre fil conducteur, mais ces ponts entre l'entreprise et les jeunes, depuis le début jusqu'à l'université, je pense que c'est notre responsabilité, nous, petites et grandes boîtes. Oui, parce que souvent, les activités délinquantes ou pré-délinquantes sont la seule option dans l'univers mental de la personne. Exactement. Exactement. Et ce n'est pas facile pour un jeune qui est confronté à ça, à ce modèle-là de réussite, où il faut être honnête, il y a beaucoup d'argent, très vite, d'imaginer autre chose. Donc, à nous de les aider. Je crois aussi beaucoup à la mixité dans les quartiers, tout ça. Il faut éviter qu'ils soient tous ensemble tout le temps. Et honnêtement, quand vous disiez, quand vous rencontrez ces jeunes, comment ça se passe, en général, très bien. Parce qu'ils sont curieux, parce qu'ils sont exactement comme nous quand on était jeunes. Et ils ont la même aspiration, être heureux dans la vie. Donc il faut qu'on les aide par rapport à ça. Naguère, c'est-à-dire il y a encore quelques décennies, on pouvait devenir, comme on disait à l'époque, un monsieur. En ayant commencé à travailler à, je ne sais pas, 13, 14 ans. L'idée n'est pas de rétablir le travail des enfants, soyons clairs là-dessus. Mais en retardant le contact avec le monde professionnel jusqu'à, je ne sais pas, 25, 26 ans, on est peut-être en train de commettre des dégâts considérables. Quand on regarde notre dispositif, un jeune qui donc commence à l'école à 3-4 ans, c'est ça, le premier contact qu'il a avec l'entreprise, c'est le stage de 3e. C'est quand même choquant, c'est le stage de 3e. Il a donc, je pense, 14 ans. Nous, on les voit, on s'investit, beaucoup de boîtes s'investissent pour accueillir les stages de 3e, et souvent les jeunes dans les quartiers, c'est les derniers à trouver parce que les entreprises sont un peu méfiantes de certains collèges, etc. Donc nous, on en prend chaque année. Honnêtement, je vois déjà à quel point c'est trop tard. On a du mal à se comprendre. C'est-à-dire que souvent, avec ces jeunes, moi, les salariés me remontent, waouh, c'est quand même un peu compliqué parce que j'ai l'impression qu'on ne parle pas le même langage, que je ne parle pas français. On a du mal à se rencontrer. Mais pourquoi? Mais c'est parce que les repères de l'entreprise ne sont absolument pas connus par ces jeunes. Et du coup, il y a un décalage. Et effectivement, imaginez le parcours de quelqu'un qui a fait juste le stage en 3e, une semaine, rien du tout.
et qui du coup continue sa scolarité et va à l'université, bah, vous avez raison Joseph. C'est 23 ans, 24 ans, j'ai fait une semaine en entreprise et je vais être balancé dans une boîte après avec mon master. Et là, on le voit parfois, le choc, il est terrible. Donc moi, je pense que vraiment là où on devrait travailler, c'est plus de liens entre l'éducation nationale et l'entreprise, plus d'échanges, plus de travail ensemble et plus de rencontres. Nos jeunes sont dans un système de pensée, une culture un peu unique dans leur établissement. Hein, et on ne les ouvre pas suffisamment. Et effectivement, le choc, il est terrible quand après on rentre dans l'entreprise et que là, par contre, bah, les groupes sont multiples, il faut s'adapter à beaucoup de situations différentes. Et les repères ne sont pas du tout les mêmes. Donc oui, je pense qu'il faudrait multiplier ça. Comment est-ce qu'on peut se positionner par rapport à ces grandes thématiques qui un peu structurent nos sociétés, cet avenir, ces craintes sur les énergies, ces mutations diverses? Comment est-ce qu'on pourrait créer quelque chose là-dedans? En France, on est un pays de passion. Hein, et donc, on l'a abordé dans notre entretien. Hein, on a des silos, on a des débats très durs sur les sujets, des idées très arrêtées. Il faut qu'on réussisse à se parler. Vous parliez de la crainte par rapport aux énergies. Nous, à Enedis, c'est l'énergie électrique qu'on transporte. Cette énergie électrique, aujourd'hui, elle est au milieu de tous les débats. C'est ça. Comment on la produit, comment on la consomme, quel est son prix, quelle est sa valeur, comment on fait pour être sobre. Je pense qu'une des solutions, c'est de, là aussi très jeune, avoir les clés, apprendre à réfléchir, avoir le sens critique, et pas des vérités toutes faites, pour être capable de réfléchir, de débattre, d'accepter la contradiction pour progresser. Et là on a encore, à mon avis, un beau chemin à faire. Hein. Chez Human Diversity, nous avons une sorte d'interrogation rituelle à proposer à nos invités. Nous disons parfois que pour l'inclusion, il suffirait de presque rien. Mais ce presque rien, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Ce presque rien, c'est le petit pas de côté qu'on a à faire chacun pour s'ouvrir à l'autre. Donc ce presque rien, c'est d'accepter une expérience, une rencontre, de sortir de sa zone de confort, comme on dit en entreprise. Je sais que pour mon expérience personnelle, ce qui a fait que je me suis dit ça m'ouvre beaucoup et ça m'améliore dans ma vie de tous les jours, et ça m'améliore dans ma valeur humaine, c'est d'accepter une rencontre, une expérience différente qui me stresse un peu au départ, mais qui finalement m'apporte beaucoup. Donc le petit plus, c'est s'investir dans une association, c'est accompagner un jeune, c'est accepter d'avoir un collègue handicapé. Faites un geste et vous allez voir que vous allez grandir. Voilà. Merci beaucoup pour ce temps de partage et puis surtout pour ces pistes de réflexion stimulantes pour l'avenir. Et c'est avec des personnes comme vous, j'en suis sûr qu'on pourra construire cet avenir-là. Encore une fois, au plaisir. À une autre fois, je l'espère. Merci beaucoup, Joseph. Merci.